Aujourd'hui, dans Danscussion & Co, Zab Mabangou et Carole Prieur sont nos invités de l'actu de la scène. Robert Saint-Amour nous révélera les rencontres du spectateur. Jérôme Pruneau nous parle de celui dont il faut ne pas prononcer le nom. Alexia Martel nous livre sa chronique La Valeur. Réalité et enjeux des étudiants finissant en danse à Montréal est le thème des grandes discussions. Et Jérémy Vitupier nous emmène quelque part dans le monde. Jingle! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Danscussion & Co sur choc.ca. Tous les vendredis midi, Danscussion & Co décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, arts et spectacles, société, culture, politique, musique, tout y passe. 8e émission de la saison, dernier jour de novembre. Ici Clara, Maude et Alexia qui a récupéré sa place à la régie. Ce midi et pour la prochaine émission, nous avons le plaisir d'être accompagnés par l'artiste et chercheur Morena Prats. Salut Morena. Salut. Bienvenue. Merci. Jérôme Pruneau et Robert Saint-Amour, comme toujours, ne sont pas bien loin, prêts à nous livrer leur chronique. Bonjour l'équipe. Bonjour, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Avec nous aujourd'hui, qui avons-nous, Maude? Alors aujourd'hui, deux créatrices interprètes en danse. J'aurais envie d'ajouter immenses artistes de la scène de danse, pionnières à leur façon et qui marquent déjà l'histoire de la scène nationale et internationale. Rien de moins, Zab Mabangou et Carole Prieur sont nos deux invités. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous aujourd'hui, Zab et Carole. Bonjour. Bonjour. Alors pour nos auditeurs et pour vous situer un petit peu, Zab, tu es artiste chorégraphe, fondatrice il y a 30 ans de la compagnie de danse Nyata Nyata, penseur, professeur de philosophie et auteur du livre Eya, poétique, historique et didactique de la danse africaine. Et la semaine passée, tu présentais ton nouveau solo Wamunzo, pour lequel tu as signé la chorégraphie, l'interprétation et la composition musicale. Merci Zab. Un honneur pour de vrai. Carole, interprète pour de nombreux chorégraphes, tu es depuis 23 ans et j'ose le dire l'une des muses de la chorégraphe montréalaise Marie Chouinard. Soliste, pièce de groupe, tu es de toutes les œuvres de la créatrice. Et la semaine prochaine à l'Usine C sera présentée une œuvre de répertoire de Marie Chouinard, les 24 préludes de Chopin plus Henri Michaud Mouvement, qui date de 1999. Merci également à toi d'être avec nous. Alors, loin de vos premières années d'expérience, vous excellez à votre façon dans votre dévouement, votre dévotion, votre contribution et implication pour votre art. Vous êtes lauréate de nombreux prix prestigieux qui saluent votre art et vos carrières. Et j'ai envie d'amorcer tout simplement en vous demandant, vous souvenez-vous de comment tout a commencé et du moment où vous avez eu votre premier désir de scène? Alors Zab. J'aime à dire souvent que je dansais avant de savoir que je dansais, parce que je grandissais au Congo-Brazzaville. Mais quand même, j'ai quand même un moment marquant aux alentours de 11 ans, 12 ans, où j'étais à l'intérieur d'un cercle de danse. Et en observant ce qui s'y passait alors que je dansais, parmi les personnes, parmi des grandes comme des plus petites, un véritable cercle de danse, où je me suis dit, ceci sera mon habitat, je serai toujours là. Et ça tombe bien, Wamunzo, ça veut dire maison. Et j'ai su à ce moment-là que je serais toujours chez moi dans la danse, où que je sois dans le monde. Je me suis clairement dit, alors que j'étais quand même assez jeune, et je n'ai jamais remis cela en question, même pas une seconde. Ton corps a voyagé, mais ta danse est restée sans frontières. L'habitat fondamental, ouais. Et pour toi, Carole? J'ai grandi dans une maison, mon père était chef d'orchestre, alors on avait toujours la musique. Quand je me réveillais les matins, on était baigné dans sa musique et j'ai l'impression je commençais vraiment à être dans le mouvement parce que j'essayais à l'imiter, à devenir comme lui, un peu comme d'essayer
d'orchestrer, de créer les sons que j'entendais autour dans l'espace, mais vraiment plus avec mon corps, en essayant de devenir comme lui pour créer la musique. Et c'est ça, je pense que pour moi c'était vraiment toujours une volonté de devenir quelque chose, d'essayer de sortir un peu de moi-même pour aller exprimer qu'est-ce qui habitait dans les profondeurs ou dans mon imagination, et d'essayer de le remettre comme énergie dans l'espace. Et alors 23 ans dans la compagnie Marie Chouinard, j'imagine que c'est la place pour le faire avec Marie. J'ai admiré le documentaire qui est à ton image, et tu parles de mutation, de transformation de corps et d'interprète. Est-ce que c'est ça que tu trouves avec Marie Chouinard? Oui, complètement. Et Marie est une... elle demande une vérité, une justesse, une honnêteté. Et c'est toujours quelque chose dont on est à la recherche de trouver ce moment de pur, mais qui est dans le moment, alors est toujours en train de changer, parce que nous autres, chaque moment est un moment différent, et d'être près de justement où on est en ce moment et de pouvoir le partager. Et c'est quelque chose que Marie, elle est l'instinct, elle est l'instinctif, et elle demande juste ça. Et alors moi je suis toujours à la recherche de cette honnêteté, de cette quelque part une précision, une perfection, mais qui est difficile à trouver, parce que qu'est-ce que c'est la perfection? On est toujours en train de la rechercher, mais de vouloir être aussi qui on est là en ce moment, aujourd'hui, concrètement. Et alors ça demande toujours un genre de questionnement et de recherche, et de juste être dans le mouvement de la vie. Zab, est-ce que ce sont des mots qui résonnent dans ta démarche de soliste et de créatrice en solo, notamment avec Wamunzo, qui la semaine dernière a eu 2 soirs? Bien sûr, je ne peux rien ajouter à ce qui a été dit là. Oui, c'est toujours... je suis certainement une chorégraphe du live, absolument, à tout prix. Et le live, c'est cela. C'est ça, le live, c'est vivre. D'autant que moi, mes thèmes de prédilection, c'est le temps. Mon thème de prédilection, c'est le temps. Il s'agit véritablement, là, de danser et de vivre cette danse au moment où on est en train de la faire. Donc, de parvenir à se saisir de sa vie au moment où elle passe, pendant qu'elle passe. Et de formuler sa vie pendant qu'elle passe. C'est cela, pour moi, l'art de la scène. Alors, juste à te regarder, je revis Wamunzo et cette rigueur de scène. Clara, je pense que tu as envie d'ouvrir. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a une dimension du sacré dans vos approches respectives de la scène. Alors peut-être, Zab, tu peux nous en parler pour Wamunzo, et puis aussi toi, Carole, avec Marie Chouinard, cette dimension du sacré. Intéressant. Je ne sais pas si vous avez lu la petite citation que j'ai mise dans le programme. Ce qui ne nous a été ni enseigné ni révélé, nous en avons fait notre affaire. Et c'est la citation que j'ai proposée pour Wamunzo. Alors c'est intéressant parce que le mot révélé évidemment renvoie à un certain sacré auquel les gens se réfèrent. En général, les religions monothéistes, la révélation, c'est cela. Et donc, j'envoie quand même un petit message que je vais au-delà de ce qui est révélé aux gens ou enseigné, pour atteindre véritablement à la capacité qu'ont les êtres eux-mêmes de se mettre en rapport avec le cosmos. Et c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle du sacré, tout très simplement, et très quotidiennement d'ailleurs.
Carole, dans les œuvres de Marie, est-ce que ça fait écho en toi, cette dimension-là du sacré, par exemple pour les 24 préludes de Chopin? Oui. Moi, je pense beaucoup à l'énergie et la dimension, comment l'espace est aussi un médium de comment on puisse communiquer. C'est sûr que ce qui est difficile dans la danse, c'est parfois de trouver ces sentiments ou cette sensation et de le pouvoir communiquer en mots, parce que parfois c'est tellement ésotérique, mais en même temps c'est tellement concret et c'est vraiment par rapport à l'énergie, comme en science, comment il y a les particules qui vont se communiquer à travers l'espace. Moi, j'ai vraiment l'impression, on a cette pouvoir de communication et d'aller chercher, de toucher au public avec nos âmes, avec le mouvement qu'on fait, avec l'intention qu'on a, avec les pensées qu'on a et qu'on met dans le mouvement. Et oui. C'est beau. Zab Wamunzo, une œuvre tambourinée, et j'aimerais t'entendre sur le tambour et cet art musical ancestral. Et à côté de ça, on a une œuvre sur Chopin, donc deux ambiances musicales, mais à quel point la musique nourrit la danse ou la danse nourrit la musique. Zab. Oui, alors donc aussi loin que je me rappelle, il était important pour moi de faire comprendre déjà aux musiciens qu'ils n'étaient pas des accompagnateurs sur scène. Je n'ai jamais d'accompagnateur, simplement des artistes qui sont sur scène avec moi. Et donc, Wamunzo est un faux solo. Oui. Certainement d'un point de vue africain ou africaniste, c'est un faux solo. Il y a 3 musiciens avec moi sur scène qui sont partie prenante de ce qui se réalise sur scène, très clairement. Et Carole, tu parlais de concret. Et autant les rythmes travaillés que je compose sont de l'ordre, évidemment, de la capacité d'abstraction que contient tout le jeu rythmique très fort. Et cette capacité d'abstraction doit effectivement produire quelque chose de concret qui, littéralement, structure l'espace. Hein. Donc moi, je parle de scénographie rythmique. Mes rythmes sont ma scénographie, très concrètement, très clairement. Et comment ça s'articule dans le processus de création? Est-ce que tu travailles toujours avec les musiciens et puis vous créez finalement ensemble cette œuvre? Ah non, c'est vraiment un travail de composition par séquence. Je l'ai expliqué le deuxième soir, on avait une discussion avec Philippe Sporer. Et je commence, dans le cas de Wamunzo, j'ai commencé avec un musicien que je convoque tout seul. Et je lui demande, fais ça. Évidemment, moi, je suis remplie de rythme, je suis remplie de sons, de tons. Ma vie se passe dans un domaine de résonance continuelle. Pendant que je vous parle, moi, je résonne. Mm-hmm. Je m'assure que ce que je dis entre dans l'espace. Je m'assure qu'il y a un retour. Je ne fais pas que simplement livrer ce que j'ai à dire, mais je suis en rapport avec. Voyez-vous? Et c'est comme ça que fonctionnent les rythmes pour moi. Donc, lorsque je rencontre le musicien, je suis déjà en rapport, et il faut que je le mette en rapport avec ceux avec quoi je suis en rapport, mais lui-même intervient tout de suite, par sa présence, sa manière ne serait-ce que de s'asseoir, de prendre son instrument. Il y a déjà quelque chose là qui se construit. Et donc, je commence à travailler des séquences rythmiques qui sont des paroles du temps, ni plus ni moins. Et il faut que ces paroles du temps puissent résonner chez la personne qui travaille avec moi. Et je vais le jouer avec un tambourinaire, mais j'ai travaillé avec des violoncellistes tout à fait classiques. Et j'ai fonctionné de la même façon, faut bien comprendre ça. Donc je travaille avec un, ensuite j'en rajoute un, 2. Donc je travaille une espèce de confrontation, parce que lorsqu'on a travaillé avec quelqu'un, un autre arrive, il dérange ce qui s'est construit, voyez-vous. Et évidemment, je mise là-dessus, sur le fait d'être dérangé par un autre qui entre dans un univers qui est déjà amorcé. C'est pas longtemps, vous savez, il suffit d'entrer vous êtes avec quelqu'un, il y a tout de suite quelque chose qui s'amorce. Et donc le deuxième vient, le troisième vient, et je n'ai pas encore fait de mouvement physique. Je travaille la musique et donc l'espace. Pour moi, c'est immédiat.
Et donc cet espace maintenant va me confronter. Comment vais-je entrer dans cet espace que j'ai déjà architecturé en quelque sorte? Et il y a donc tout un travail de négociation, littéralement, de l'espace, qui est un espace musical, qui est un espace physique, qui est un espace de spiritualité, qui est un espace de tout cela. Et là, moi, j'entre en négociation. Il faut que mon corps se confronte. C'est tout ce que je suis qui doit pouvoir s'articuler à l'intérieur de ça. Mais progressivement, hein, petit à petit, voyez-vous. C'est pas quelque chose... On construit. On ne vient pas imposer de l'extérieur. Ça se construit, je dirais, affaires internes de l'intérieur. Et Chopin en face, et on sent, Carole, que tu es en résonance avec tout ce qui se passe. Comment ce travail musical a été abordé, et danse et musique? On parle de 99, mais j'imagine qu'on réactualise encore aujourd'hui ces œuvres. Encore une fois, c'est vraiment comme le corps devient un instrument en relation avec, en communication. Et encore, dans de vivre le moment présent, même si ça fait des centaines de fois qu'on entend la musique, chaque fois qu'on l'entend, parce que on est dans le moment où on est une personne différente par rapport à il y a 10 ans ou hier, on va l'entendre différemment, on va avoir une façon de l'exécuter, de l'entendre et de le digérer et puis de le manifester d'une autre façon. Et c'est cette relation vivante, toujours dans le présent, qui crée cette communication, et chaque interprète, parce que on est 10 sur scène, va avoir sa façon d'être en relation corporelle avec les ondes, le son, la musicalité. Il va l'intégrer dans son corps, dans ses cellules, dans ses organes d'une façon, et ça va rebondir et ressortir, ça va s'exprimer en relation avec comment il est en lien ce jour-là. Et alors ça devient vraiment cet art vivant, relation, toujours, mais on devient quelque part une miroir on est la musique, on devient la musique, on est la musique. Il y a pas nécessairement cet écart. C'est vraiment comme on devient l'instrument aussi. Oui. À vous voir soliste ou être spectatrice face à vous, on peut juste admirer que votre corps devient un canal qui se transcende, qui va toujours plus loin. Tu parlais de résonance, Zab. On a la sensation que vos corps charnels se déploient plus loin pour faire entrer d'autres énergies, d'autres vibrations. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que vous êtes le canal de mémoires ancestrales, de vies qui ne sont pas les vôtres et que vous faites entrer dans vos corps, dans vos chairs? Ça peut être très ésotérique comme question, mais j'ai envie de l'ouvrir, cette question de métamorphose pour devenir quelqu'un d'autre ou pas. Zab. Oui, c'est certain qu'il faut être autre. Il faut être autre pour faire de la scène. Il faut se livrer. Alors, qui est la femme dans Wamunzo? Ah mon Dieu, et même femme, homme, plusieurs choses. Oui. Je ne sais pas, moi, c'est vous qui l'avez vu. On en a vu. C'est ça l'idée. On en a vu des femmes. L'idée, c'est que ça, par contre, je vous le laisse à vous d'en décider. Moi, tout mon travail consiste à me livrer. Et à me livrer avec, je dirais, en intelligence. Non pas avec intelligence, mais en intelligence avec les choses et les êtres. C'est ce qu'elle veut dire, Carole, lorsqu'elle parle de ces liens qui sont constamment reformulés
dans le moment où est transformé. Pendant qu'ils se formulent, ils se transforment au moment où ils sont en train d'être des liens, d'être en relation. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, on travaille, tout le travail en studio de composition, tout le travail de création vise à atteindre cette étape où le corps, oui, est apte à se livrer, à se donner. Et lorsqu'il se donne, il est en même temps au service de. Il y a une très très grande humilité qui est nécessaire, sinon on ne peut pas faire ce travail-là. Il repose sur une forme de grande humilité qui est en même temps une reconnaissance. Voyez-vous, c'est un acte de gratitude que le fait de danser. Même si on doit produire une danse qui, mettons, est violente ou est rattachée à un commentaire social et tout, le corps doit être en état de gratitude pour pouvoir formuler quelque chose qui va être éventuellement reçu. Oui, puis on a toute une préparation pour arriver à la scène. Oui, il y a la préparation, la physicalité, la recherche, mais à un moment donné, c'est ça, l'humilité. C'est comme si on doit s'ouvrir, se vider, se laisser, se devenir cette page blanche, un genre de juste une rivière fluide où on est en communication avec l'information qui existe. Et c'est de quelque part la transformation ou la mutation, c'est une écoute. C'est une écoute du moment et de qu'est-ce qui est présent, de nous ouvrir à une telle place où on peut juste recevoir pour redonner. Sublime les moments comme ça, Morena. Alors, vous êtes des artistes, ma foi, à la feuille de route extrêmement longue et chargée. On a commencé par l'historique, d'où vient ça, mais je serais curieuse aussi de savoir si votre rapport à la danse ou le lien que vous entretenez, donc tu parlais d'humilité, Zab, et de gratitude et d'humilité, Carole. Est-ce que votre rapport a évolué, a changé pendant votre carrière? Est-ce que vous avez eu des moments, parfois même peut-être de questionnement, voire de rejet, ou est-ce que votre lien est toujours resté le même? Il y a du même et du différent, toujours, qui s'articule. Et ce même, c'est de l'ordre de ce qu'on avançait tout à l'heure lorsqu'on parlait de sacré. Ce même, il est mystérieux, il est à la fois constant et toujours en train de bouger. C'est le cœur, c'est le principe même du mouvement, de la mobilité-immobilité. On ne perçoit la mobilité qu'à travers une perception aussi de l'immobile, et d'un immobile qu'on ne saurait placer nulle part finalement, mais au sein duquel nous évoluons en quelque sorte. Donc oui, il y a le même, c'est certain, cette fluidité dont tu parlais, Carole, aussi, cette rivière qui coule, c'est dans le même. C'est la rivière qui coule et qui n'est jamais la même, disait Héraclite, n'est-ce pas, dans la même rivière, mais qui n'est jamais la même. C'est exactement cela. Mais oui, il y a une évolution. Il y a les âges de la vie. Il y a les phases de la vie. Il y a le corps qui s'use à la vie et en s'usant à la vie, se régénère en même temps à la vie. C'est paradoxal, mais c'est ce qui se passe. Il y a un travail il faut se régénérer, sinon on ne peut pas danser. Et on peut danser. Moi, j'ai grandi au milieu, dans une culture où à 90 ans, les gens dansent, là. Et il faut les voir. Ils dansent toute une vie de 90 ans, puis ceux qui ont 14 ans, qui bougent, s'agitent devant eux, ont l'air quasiment ridicules devant la finesse de ce qu'ils déplacent comme espace à 90 ans, parce qu'ils ont dansé toute une vie. Et donc, les âges de la vie passent et on se dirige vers la mort, en se régénérant vers la mort, en fait. Et donc, il y a transformation. Et oui, il y a des moments où on se questionne, bien entendu, parce que ces passages ne se font pas aisément. On aimerait couler comme une rivière. Mais on a un corps. On a un corps à l'intérieur duquel il y a des fluides. Mais ce corps a des os et il est articulé et il vit la vie
que nous vivons en société, nous sommes socialisés. D'où le fait que la danse est un acte pour moi de désocialisation. C'est important que je le note. Il faut travailler à cette désocialisation pour pouvoir danser. Et donc, inévitablement, on rencontre ces moments-là de grands questionnements. Je dirais même de désordre. Et ce désordre, moi, je le pratique au plan rythmique. Mm-hmm. Carole, on prendrait ta réflexion et après, malheureusement, le temps file et la rivière coule. Ben, je dirais aussi, ce même, c'est la croyance aussi. C'est la croyance, c'est pourquoi on est dans le mouvement, on est dans la danse. C'est ce qui nous ramène chaque jour au studio, chaque jour à vivre ce mouvement. C'est parce que c'est notre vie. Il n'y a pas une séparation. C'est tissé ensemble et on peut rien faire d'autre. C'est notre croyance. Et la différence, les changements, c'est de revoir toujours de retrouver la perspective, les différentes façons d'être en lien avec ce croyance à cause justement des différentes étapes de changement, des phases de la vie. Et ça continue à être cette conversation continuelle de comment être en lien avec cette désir profonde, cette croyance. Merci vraiment infiniment à toutes les deux d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous. Oui, merci. Rappelons que vous pouvez découvrir ou redécouvrir cette pièce de répertoire de la compagnie Marie Chouinard, les 24 préludes de Chopin plus Henri Michaud au mouvement, du 4 au 8 décembre 2018 à l'usine C. On va tout de suite s'écouter une petite tune, Boys and Girls de Zen Bamboo, et on se retrouve juste après. Moi, j'suis un gars, parce que j'ai été élevé comme ça. J'ai des muscles dans mes bras, j'ai une queue dans les jambes. J'ai peur de faire du mal. Un humain, ça vote pour son équipe. Les gars votent pour les gars, c'est pas toutes les filles votent pour les filles. Et moi toute ma vie j'ai pris pour l'underdog. Ni l'un, ni l'autre. Peu importe que novembre se prenne pour janvier, qu'il vente, qu'il neige, vous croiserez toujours notre fidèle spectateur Robert Saint-Amour au détour d'une salle de spectacle. La semaine dernière, il nous partageait les choix du spectateur. Cette semaine, il aborde les rencontres du spectateur. Robert, nous t'écoutons. Merci Clara. Bonjour à vous tous. Très heureux encore de vous retrouver cette semaine. Pour cette chronique, je veux partager le bonheur et l'enrichissement que mes rencontres de spectateurs m'apportent depuis toutes ces années durant lesquelles j'ai exploré les différents territoires de la danse contemporaine. Je vous en propose un tout petit échantillon, la pointe d'un immense iceberg que constituent ces rencontres toutes différemment déclinées. Il y a d'abord ces rencontres que j'ai avec vous, ma gang de Danscussion & Co, semaine après semaine, riches de votre enthousiasme, de votre engagement et qui me font un grand bien. Nos rencontres qui me permettent aussi de rencontrer les artisans de notre milieu,
La semaine dernière, par exemple, j'ai eu le privilège de rencontrer la grande dame qu'est Marguerite Gillis et de pouvoir échanger quelques mots avec elle. Le spectateur était comblé. Il y a aussi les rencontres riches, des échanges avec des spectateurs et d'autres spectateurs, donc, et des artisans dans le hall d'une salle avant la rencontre, avec des univers chorégraphiques diversifiés qui me présentent le travail, la beauté, la jeunesse, la sagesse et aussi la diversité d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose un exemple de ces rencontres qui prennent parfois une tournure surprenante et inattendue. En revenant donc sur une de mes sorties des derniers jours. Je me suis rendu assister à la répétition bénéfice de la compagnie Louise Bédard Danse, Les Beaux Duos, titre provisoire d'une œuvre à venir, mais titre prémonitoire aussi, comme vous pourrez le constater un peu plus tard. De Louise Bédard, j'ai eu le plaisir de voir et de revoir des dernières années plusieurs de ses œuvres en salle ou à l'extérieur qui se sont toujours avérées de belles rencontres chorégraphiques. Mais je me rappelle plus particulièrement de ma première rencontre avec elle comme interprète en mai 2016. C'était pendant la présentation de Pluton Acte 2. Elle interprétait la pièce « Tout ce qui va revient » de Catherine Godette. De ma rencontre avec son personnage, j'avais été touché, troublé par le regard qu'elle porte sur nous, qui est sans retenue, coloré par un état intérieur qu'elle semblait avoir peine à contrôler. D'autant plus qu'elle était venue vers moi, assis en première rangée, pour m'enlever mes lunettes et dire tout haut qu'elle trouvait mes yeux bien beaux. Cette rencontre interprète-spectateur restera gravée pour toujours dans ma mémoire de spectateur. Et je ne suis pas le seul à avoir apprécié sa prestation, à preuve le prix de la danse qu'elle a remporté cette année pour justement l'interprétation de cette œuvre. Donc, à mon arrivée dans le hall d'entrée du Centre chorégraphique Centre S, c'est Louise Bédard elle-même en personne qui m'accueille avant de me diriger vers le studio Jeanne Renaud pour assister à la présentation de la répétition. Déjà présents, les trois interprètes, Marie-Claire Forté, Nicolas Patry et Louis-Élian Martin, en plein échauffement. La salle se remplit, les présentations d'usage se font et le tout débute. Nous aurons droit à 2 extraits de duo en cours de création, fort prometteurs, paroles de spectateurs qui ont d'abord été présentés par la chorégraphe. Il s'ensuit l'activité surprise de la soirée, inscrite au programme. Comme la grande majorité des participants, j'accepte l'invitation de me rendre sur la scène. Oui, je franchis le mur, 4e mur à sens inverse, et pour apprendre 6 mouvements dirigés par la chorégraphe. Bon, le spectateur que je suis peine, chacun son métier dirait le sage, mais il met tout son cœur et son enthousiasme. Une fois ce travail fait, nous sommes invités à se construire en duo. Après un court moment d'hésitation, je pars ou je reste, voilà que se dirige vers moi celle qui deviendra ma compagne de duo pour l'occasion. Et le spectateur est choyé, parce que c'est, voyez-vous, Isabelle Poirier qui sera ma partenaire. Avec doigté, sourire et gentillesse, elle m'accompagnera dans l'apprivoisement, donc, des 6 mouvements. Pour terminer avec la moitié des participants et devant les autres, je présenterai ce que moi j'appelle le beau duo avec ma partenaire du moment. Je peux donc dire fièrement que j'ai fait un duo sur scène avec Isabelle Poirier. Admettez, n'est-ce pas une magnifique rencontre? Une rencontre qui, pour ma part, restera dans le haut de mon palmarès. Mais je m'arrête là. Bonne prochaine semaine de danse. Alors là, on aurait aimé être petite souris. Robert Saint-Amour, merci. On salue Isabelle Poirier en passant et on a envie de vous faire découvrir ce nouveau balado de Jérémy Vitupier. Rappelle-toi l'art, quand Jérémy Vitupier n'est pas artiste de cirque, clown et comédien en tournée à travers le monde, il jongle avec les mots. C'est Jérémy Vitupier. Dis-moi, tu t'en souviens? Je suis dans le quartier de Santa Fe à Mexico. De retour au Mexique pour quelques semaines où j'espère découvrir et redécouvrir l'œuvre de Frida, ses inspirations, ses combats, sa vie. C'est incroyable comment on peut être fasciné par une personne qu'on n'a pas connue et qu'on ne pourra connaître que par ce qu'elle aura laissé. Il y a des personnes qui nous touchent profondément de leur vivant et d'autres qui continuent de nous bouleverser longtemps après avoir disparu. Ces artistes qui créent au-delà d'eux-mêmes et qui nous rappellent à notre humanité, brute, bestiale et romantique. Je ne sais pas où j'en suis, perdu dans le vacarme et la cacophonie roulante. Je peine à reprendre un souffle suffisamment sain pour continuer d'avancer. Les œuvres sont comme des bulles d'oxygène pur qui proposent de nouveaux chemins.
Ce sont des guides éclairés et hétéroclites pour bâtir des avenirs possibles et fuir les mondes impossibles. Des marqueurs du présent qui nous montrent où on en est. J'ai hâte de me perdre dans des musées ou dans des quartiers qui respirent autre chose que le carburant, où la vie d'avant résonne autant que celle du présent, où les gens partagent plus que de simples paliers de porte, où les musiques font vibrer l'air et se mélangent pour couvrir le brouhaha à coups de mélodies ensoleillées, de pas qui dansent et d'éclats de rire. Quand je suis fatigué, ou plutôt quand je suis déprimé, quand je me sens aussi gris que la fumée qui sort des pots d'échappement, quand le poids de la routine m'a trop éloigné de moi-même, le remède, autre que l'amour, c'est l'art. Tu te rappelles de ce roman qui t'a marqué ? Tu arrives parfois encore à te balader dans ces paysages. Tu te rappelles ce film qui t'a ému ou choqué ? De cette planche de bande dessinée dans laquelle éperdu tu t'es retrouvé. Il y a certainement aussi un tableau ou une sculpture qui t'hypnotise quand tu le contemples. Et ce spectacle qui t'a fait voler, cette exposition qui t'a révolté, ce concert où tu es devenu comme un battement éclatant. L'art nous révèle à nous-mêmes. Il nous bouge, nous change, il nous avale. Il nous empêche de rester sur cette ligne droite et triste qui part de notre lit au matin pour le retrouver le soir même. L'art nous sort et nous continuons de le faire sortir à notre tour en le laissant derrière nous pour que quelqu'un le trouve à son tour sur la route et qu'il change comme toi et moi d'un pas sa trace. Allez, à la prochaine. Ciao. On remercie particulièrement Jérémy Vitupier. Sacré grand cœur. Alors, c'est parti. À titre de directeur général de Diversité Artistique Montréal, il dévoilait mardi le fruit d'une année de consultation, le rapport mené par Dame sur le racisme systémique. Et avec nous, à sa manière, il réfléchit des faits de société, des réalités politiques, sociales et financières dans le milieu des arts et de la culture. Chaque semaine, Jérôme Pruneau décrypte le sujet de son choix avec sa chronique En eau vive. Cette semaine, il m'a fait un beau défi avec ce titre. Il s'en prend à celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Bonjour Jérôme Pruneau. Bonjour Maude. Chers amis auditeurs et auditrices de Danscussion & bonjour et bienvenue en eau vive. Cette semaine, je vous embarque pour visiter un enjeu social et politique si important que certains pensent, et ils sont nombreux, qu'en parler équivaut à raviver l'angoisse suscitée par le personnage emblématique dans les aventures d'Harry Potter, personnage dont il ne faut pas prononcer le mot. Difficile pour un gars comme moi qui, en 2015, écrivait un essai intitulé « Il est temps de dire les choses ». Et là, je fais un petit placement de produit en vous disant que je vous recommande cet essai. Bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas du genre à ne pas faire état des lieux quand la question l'impose. Je vous parlerai donc aujourd'hui, non sous forme de questionnement comme habituellement, mais plutôt comme un commentaire assumé de, attention, roulement de tambour, Voldemort approche, de racisme systémique, les mots qu'il ne faut pas prononcer. Alors en effet, Diversité Artistique Montréal dévoilait mardi dernier son rapport sur la consultation sur le racisme systémique dans les arts, la culture et les médias. Pour avoir vécu l'événement de près, il me semblait important de vous en toucher un mot ou plusieurs afin qu'on se mette d'accord sur la question. Impossible en 9 minutes, vous pensez ? Que nenni, allons-y. Alors, être artiste, travailleur ou travailleuse culturelle, professionnelle des médias dans notre société québécoise actuelle ne devrait en aucun cas rencontrer une quelconque forme de discrimination. Pourtant, encore en 2018, dans une société dite progressiste comme le Québec, un certain nombre de concitoyennes et concitoyens souffrent d'un racisme systémique hérité d'un passé colonial historique dont la portée des résurgences engendre des situations professionnelles, culturelles, sociales et politiques discriminantes évidentes et une sous-représentation flagrante de ces populations dans notre paysage artistique et culturel. Les récits de vie et autres vécus réels entendus par Dame durant cette consultation, qui pour certains paraissent comme anodins, sont en fait l'expression insidieuse et imperceptible de ce mal encore présent que nous devons toutes et tous, dans notre responsabilité individuelle et collective, combattre avec ferveur en transformant nos façons de faire, d'agir et d'être. Chacun et chacune devrait pouvoir jouir aujourd'hui du simple droit humain à avoir une liberté de parole et une liberté de création, une liberté culturelle et une liberté d'expression artistique selon sa propre vision du monde. Pourtant,
les catégories raciales construites depuis l'ère coloniale sous une couleur de peau, un patronyme, un accent ou un choix religieux, marquent des parcours de vie en dressant des obstacles devant les individus qui composent ces catégories. C'est un fait aussi vrai que je suis un homme blanc qui jouit de tous les privilèges. Ceux d'être représenté dans la sphère publique, médiatique ou politique, ceux de ne pas m'inquiéter le soir de me faire arrêter par la police parce que je n'ai pas le bon faciès, ou encore ceux de ne pas me faire dire que je me ghettoise quand je me regroupe en gang avec ceux qui me ressemblent. Bref, des avantages tout autant invisibles que parfaits pour traverser mon existence avec bien moins de contraintes que mon ami noir Mohamed ou ma collègue voilée Fatima. Le milieu des arts et de la culture et des médias n'échappe pas à cette réalité et le racisme systémique que produit le système en place, et vous avez bien entendu, je parle ici de système et non d'individus, c'est-à-dire des mécaniques, des processus, des fonctionnements administratifs, parfois même simplement des formulaires, ce racisme systémique doit cesser irrémédiablement. Je suis aujourd'hui convaincu, en tant qu'humain, que l'éradication de ce phénomène nous incombe à toutes et tous et passe par différentes étapes. La première, c'est que collectivement, nous reconnaissions chacune, dans nos organisations, nos institutions, la présence insidieuse de ce racisme systémique. Appelons, s'il vous plaît, celui dont il ne faut pas prononcer le nom Voldemort, puisqu'on sait qu'il s'appelle Voldemort. Cette reconnaissance de vocabulaire est essentielle, primordiale, car elle est la base, et l'histoire du monde nous l'a montré, de toute démarche de réconciliation. Réconciliation ici entre un pouvoir dominant et des sphères sociales dominées, incarnées par des femmes et des hommes que nous côtoyons chaque jour et qui très souvent ne sont pas loin de nous du tout. La deuxième étape est celle de l'écoute, celle qui vise à entendre réellement les situations de discrimination, comme celle énoncée dans le rapport de Dame, par exemple, afin de comprendre. Oui, écouter et entendre pour comprendre. Et enfin, la dernière étape est celle qui consiste à se mettre en marche dans l'action quotidienne pour transformer nos pratiques en s'engageant de façon authentique, et là aussi j'insiste sur ce mot, pour que de réels changements s'opèrent. Des changements administratifs, des changements de recrutement, de façon de décider, de sélectionner, de financer, de programmer, des changements de vocabulaire ou de choix d'informations reportés dans l'espace public. Et là, d'ailleurs, parlant de mots dans l'espace public, je suis obligé d'ouvrir ici une petite spéciale parenthèse pour Richard et Sophie, nos amis pseudo-journalistes faiseurs d'opinion du JDM, à qui on accorde une tribune bien plus grande que la nôtre pour semer la discorde sociale en inondant, pour madame, ses papiers, ou torchons devrais-je dire, d'onomatopées spécifiques sorties tout droit de l'imaginaire québécois qui se voudrait pure laine comme « aïe aïe » ou « oh boy », bien défendresse de la langue française d'ailleurs pour cette dernière, plutôt que d'essayer de construire un Québec inclusif. Le petit flic de la culture, dixit toujours la blonde Sophie que je suis, pense davantage qu'il faut combattre le racisme plutôt que de souffler. C'est moi qui pense. Je pense davantage qu'il faut combattre le racisme plutôt que de souffler sur les braises de la haine pour le rallumer sans cesse, au point où le recensement d'hier sorti ce matin dans les journaux sur les crimes haineux montre qu'un quart de ceux commis au Canada ont été recensés au Québec, en hausse de 50%. Alors Richard et Sophie, peut-être les livres d'histoire pourraient vous servir de livres de chevet. Bref, à chacun ses combats, fin de la parenthèse. Je crois pour ma part que nous, hommes blancs et femmes blanches, nous décideurs en position de pouvoir, nous avons une part à faire essentielle en devenant des alliés, en prenant conscience de nos privilèges et en acceptant surtout de les partager et même d'en céder pour rééquilibrer la balance, en acceptant de faire une place, de donner la parole, d'offrir des tribunes, afin que l'équité culturelle s'inscrive durablement comme la valeur fondamentale à respecter dans notre milieu artistique, culturel et médiatique. L'équité culturelle étant entendue ici comme un concept qui affirme que les traditions, l'esthétique, on en parlait un instant, et les expressions de toutes les cultures ont une valeur égale. Cette démarche est un processus individuel et collectif qui demande à chacune et chacun d'être proactif et qui doit s'ancrer dans le temps et dans la continuité pour ne pas être une action de surface, mais bien un quotidien incarné. L'engagement de toutes et tous est capital pour réussir à transformer notre sphère artistique, sociale et culturelle pour définitivement mieux inclure l'autre, notre semblable, et être fiers tous ensemble d'appartenir au territoire sur lequel nous-mêmes, Québécois et Québécoises, ne l'oublions pas, avons été accueillis il y a plus de 400 ans par nos frères et sœurs autochtones avant de leur infliger à ces peuples notre vision raciste du monde au point de leur interdire jusqu'à récemment, 1951 pour l'histoire, le droit fondamental de créer et de faire de l'art.
faire. C'est cet ensemble de choses qui m'amène à penser qu'il faut nommer les choses telles qu'elles sont, sortir Voldemort du placard pour le regarder bien en face, en lui montrant qu'il ne nous fait plus peur. Et plus tout le monde prononcera le nom de Voldemort, plus il perdra de sa consistance. Idem pour le racisme systémique. Parlons-en, nommons-le et combattons-le. Combat d'ailleurs qui me fait penser à une grande chanson de reggae qui vient d'entrer d'ailleurs hier au patrimoine culturel de l'humanité. Get up, stand up for your right. Allez voilà, Aléa Jacques Taest. À tout bientôt. Jérôme Pruneau, tu fais mal aux lecteurs d'Harry Potter. On ne prononce pas ce mot. Merci Jérôme Pruneau. Le rapport du racisme systémique est accessible en ligne sur le site de Diversité Artistique Montréal. 31 recommandations ont été faites. Il est à lire. Il est à avoir comme livre de chevet, peut-être, oui, ça, c'est une aussi, bonne idée. pour Noël. Tiens, voilà. très bonne idée pour commencer 2019 avec un beau visage. Virgule musicale avec Lost de Odezen avant de retrouver notre belle Alexia et de plonger dans ses yeux. Restez avec nous. Je veux vivre maintenant. Et tant pis pour sa main et le blé tendu vers le ciel. Des ombres aux couleurs d'ailes me collent comme un miel d'enfant. Se lécher les babines quand je ronge mon os saignant. Se casser les dents sur un souvenir d'avant. Et apprendre à aimer la bière amère, et la mémoire se perd comme un sucre dans un café, comme un jeune dans un cliché. Il y a des yeux dans lesquels on adore plonger, comme ceux d'Alexia Martel, desquels on ne ressort pas indemne. Il y a quelques semaines, elle nous parlait du mystérieux pouvoir de la police de caractère Sanforgetica. Alors, j'aimerais bien savoir qui l'a testé. Mais en tout cas, ça reste ouvert. Personne m'aurait parlé de ça. Personne t'a reparlé de ça? J'ai testé. Ouais, testé et je pense qu'une auditrice aussi a testé outre-Atlantique. Ah, bon, je serais curieuse de savoir ce que ça donne. En tout cas, vous nous donnerez vos retours. Cette semaine, sa chronique s'intitule « La valeur ». Alexia, la parole est à toi. Et oui, aujourd'hui, je partage avec vous le début de ma réflexion sur mon sujet obsessionnel des prochains mois. Pas eu le temps de faire le tour de la Renaissance que déjà une nouvelle question vient me hanter à tout vent. C'est que les événements qui ont pimenté mon existence dernièrement m'ont amené à me questionner sur la valeur. Et là, je vous avertis tout de suite, j'abuse du mot valeur tout le long de la chronique, fait que tenez-vous là pour dit. Donc, la valeur, qu'est-ce que c'est? Comment ça se quantifie? Ça me semble tellement quelque chose de relatif et de modulable selon le temps, l'environnement, la situation. Mais aussi, je parle de la valeur de quoi? De qui? On s'entend que la valeur d'un objet, c'est quand même plus facile à calculer que la valeur d'un service ou même de quelqu'un. Donc, la vie a fait en sorte que j'ai pas eu le choix de me pencher sur la question « C'est quoi ma valeur à moi en tant qu'artiste? » Mais la valeur d'un artiste, ça se calcule comment en fait? Je veux dire, il n'y a pas juste l'expérience professionnelle qui compte. Comme danseuse, la valeur de mon travail est directement liée à mon corps, mais aussi à mes expériences de vie qui font la personne, l'interprète que je suis aujourd'hui. Mais combien ça vaut une Alexia Martel en novembre 2018? Parce que, tu sais, il y a eu de l'inflation à un moment donné, j'ose espérer. Puis là, il y a plein de paramètres à tenir en compte, hein, parce que la valeur d'Alexia est aussi à la merci du budget de la production. Mais qu'est-ce qui se passe si la production évalue pas mon travail au même prix que moi? Parce que pour définir une valeur, il faut une évaluation. Et là, pourquoi ça m'est si difficile de répondre à ça? C'est que, de un, l'argent, je vous l'avoue, c'est pas mon fort. C'est pas que je le méprise, mais ça me gosse de mettre un prix à tout. C'est pas non plus que je pense que c'est tabou, mais je trouve ça vraiment lourd de voir la vie juste par rapport au cash. J'ai une approche du budget assez YOLO, mettons. Je sais, là, on a des jeunes en plus dans la salle. YOLO, faut plus dire ça, là, mais bon. De deux, je me suis rendu compte qu'à date, j'ai eu la chance de travailler soit avec des compagnies qui valorisent le travail du danseur,
pas de négociation à avoir ici, soit avec du monde de ma génération, puis on s'entendait tous pas mal sur la valeur du travail qu'on avait à faire ou la non-existence du budget, hein, ça arrive des fois. J'ai donc pas été confrontée à défendre ma valeur devant du monde que j'admirais, avec qui j'avais vraiment envie de travailler. De 3, c'est pas clair ces affaires-là. Tu sais, c'est pas comme quand tu regardes tes épargnes puis la somme de tes possessions, tu peux mettre un prix là-dessus, là. Tiens, je vaux ça. Dans l'art, c'est plus twisté. Ta valeur est aussi en lien avec ta crédibilité. Et ça aussi, ça varie selon les lunettes de la personne en avant de toi. Puis des fois, le problème, il vient pas des autres, il vient de toi. Il vient du fait que tu surévalues la valeur de celui ou celle avec qui tu négocies. Là, vous allez me dire, mais c'est pour ça que la plupart des artistes, ils ont des agents. Je suis comme, OK, ouais, je suis d'accord. Ça t'aide à définir ta valeur par rapport au travail qui t'est demandé, tu te sens protégé, mais c'est encore selon le regard de quelqu'un d'autre. Comment je fais pour faire une évaluation juste de moi-même en écartant les facteurs environnants? Comment je fais pour défendre ma valeur devant du monde qui ont énormément de crédibilité dans le milieu? On s'entend, là. Je suis pas en train de débattre avec mon cousin à Noël qui comprend pas que des gens payent pour s'asseoir dans un théâtre puis regarder du monde danser. Comme si un chef de cuisine voulait manger au Lomiac, mais payer le même prix qu'au Subway. Tu connais les coûts que ça implique, mais tu t'essayes quand même. Faut le faire. On s'en va vers quoi si, même entre nous, artistes, on n'honore pas le travail de l'autre? Je pense qu'on a le pouvoir et le devoir de pas encourager le cheap labor dans notre propre milieu, au moins. Puis là, je parle de tout le monde, pas juste ceux derrière les budgets. J'ai encouragé le cheap labor en négociant mal ou pas du tout certains contrats. Parfois à cause d'une précarité financière, d'autres fois parce que je voulais juste pas passer à côté de l'opportunité de ce contrat-là qui me tentait vraiment artistiquement. Mais c'est notre responsabilité à tous de respecter et d'honorer la valeur des gens qui nous entourent. Puis ça passe pas nécessairement juste par le cash. Donner un environnement de travail sain, c'est aussi une façon de faire sentir à ton équipe que tu cares. Puis là, avec ma petite histoire, je sais que je suis pas la première à avoir vécu ça et j'en ai entendu des bien pires que la mienne. Somme toute, ce fut vraiment une cool expérience parce que, ben oui, ma passion, c'est de danser, c'est pas l'argent. Bon, ça fera pas des plus gros cadeaux de Noël, mais le bad karma, c'est pas moi qui va l'avoir. Et là, parlant de Noël, je vais terminer ça sur une note Grandma Martel parce que c'est la dernière fois avant le temps des fêtes que je vous parle. Et qui dit temps des fêtes dit un peu de quétaine, un peu de cheesy, mais surtout dit résolution de nouvelle année, pas faisable à tenir. Donc, je vais pas vous demander d'acheter moins de cadeaux ou de les emballer avec des journaux ou des feuilles de chou, quoique, tu sais, c'est pas des mauvaises idées non plus. Mais non, j'irai plutôt vers une suggestion qui va comme suit. Pourriez prendre un petit moment pour réfléchir à du monde qui ont de la valeur pour vous, puis juste leur dire, ou trouver une façon de leur faire sentir. Parce que la valeur de quelqu'un, ça se met pas juste en évidence par l'argent. Puis là, je parle pas nécessairement de votre entourage proche. Je parle de votre ostéo qui vous a pris entre 2 rendez-vous parce qu'elle comprend votre réalité d'horaire de ministre. Je parle de votre garagiste qui a allongé ses heures de travail parce que vous aussi, vous vous êtes fait pogner par la neige à mi-novembre, pas de pneus d'hiver, puis un contrat dans le bout de Québec à honorer. Je parle du gars au café du coin qui met tout le temps une maudite bonne playlist qui fait immanquablement bien commencer votre journée. Mais là, de grâce, là, faites pas ça creepy, là, en tenant les 2 mains de la personne dans les vôtres, en le fixant droit dans les yeux, tout en lui disant qu'elle est une personne de valeur dans votre vie. Non, on s'entend, t'en connais pas tant que ça, puis t'es pas en train de te partir une secte. Dis quelque chose d'un petit peu plus chill, tu sais, où tu peux envoyer une carte anonyme, quelque chose de même. Parce que du monde qui se sente valorisé, ça fait toujours un plus beau monde. Et là, je vous chanterai We Are the World si le concept de finir sa chronique en chantant n'était pas déjà pris. On va me garder ça pour le karaoké. Merci Alexia, pour nous tu as une valeur inestimable, sache-le. J'ai fait cette chronique-là juste pour que vous me disiez ça en nom. Restez à l'écoute sur Danscussion & Co à choc.ca, on se retrouve juste après pour les grandes discussions. Ça donne envie d'être artiste. Me semble que c'est cliché si on dit à l'autre je te décrocherai la lune. J'suis pas bon pour jaser comme les 12 apôtres. Je te ramènerai le croissant dans la Volkswagen de mon père.
Je t'aime tellement que je vomirais mon cœur dans ta face. Faut croire que c'est quétaine de lui écrire une lettre, puis de verser une larme sur le papier. J'suis un peu comme Dylan, j'suis pas un beau poète. J'te chanterai une toune avec les deux pieds dans la rivière. Je t'aime tellement que je vomirais mon cœur dans ta face. Je t'aime tellement que je vomirais mon cœur dans ta face. Je t'aime tellement que je vomirais mon cœur dans ta face. C'est la toune de Jérôme 50. Sacré Jérôme à nouveau. Alors vous écoutez toujours Danscussion & Co sur choc.ca. De retour en studio avec Morena, Alexia et Clara. Toujours une sacrée belle équipe qu'on est heureuse d'avoir autour de nous. C'est l'heure des grandes discussions. Une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Et aujourd'hui, Clara, qui avons-nous avec nous et qu'abordons-nous ? Oui, aujourd'hui, être étudiant finissant en danse à Montréal, c'est le thème que l'on a souhaité aborder. Et pour en parler, qui de mieux placé justement que des étudiants ou des finissants. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Malina Furoff, étudiante au département de danse de l'UQAM. Bonjour Malina. Bonjour. Camille Lasselle-Wisley, étudiante au département de danse de Concordia. Salut Camille. Bonjour. Et enfin Caroline Naps, finissante du CRU 2018 de l'école de danse contemporaine de Montréal. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, 2 formations universitaires, l'UQAM et Concordia, et une institution nationale spécialisée dans la formation professionnelle des interprètes en danse contemporaine. On parle de l'école de danse contemporaine de Montréal. On va revenir sur ce que fait la spécificité de ces différentes formations, évidemment. Mais j'ai envie tout de suite de commencer par vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre des études en danse et qu'est-ce qui a motivé votre choix aussi de ce type de formation-là plutôt qu'un autre. Alors, je vais commencer avec Caroline. Moi, en fait, j'ai été dans un programme de danse-études au secondaire. Je faisais surtout du ballet. J'aimais beaucoup cette discipline-là. Et au fur et à mesure que je finissais mes études, je savais pas trop quoi faire au cégep. Fait que je suis allée en sciences humaines, puis je dansais encore à Divertimento, mais pas tant que ça. Puis j'ai réalisé que ça me manquait énormément de danser. Puis j'ai réalisé toute la passion que j'avais pour cet art-là et que j'avais envie de m'y dédier à 100%. Fait que j'ai fait les auditions à l'ADMI, j'ai été prise, puis je me suis retrouvée dans ce domaine-là que j'adore. Et Camille, pour toi, Concordia? Moi, je faisais du théâtre plus jeune, puis j'ai vu des super bons shows de chorégraphes montréalais à un moment donné, puis ça c'est parti. Je voulais faire la danse. Puis vite, en faisant le cégep à Saint-Laurent, j'ai réalisé que je voulais être chorégraphe. Puis Concordia est venu comme répondre à ce besoin-là d'être chorégraphe, puis de faire la recherche assez vite, assez clairement aussi. Et pour toi, Malina, à l'UQAM? Oui, ben en fait, j'ai commencé au cégep de Saint-Laurent, puis j'étais encore un peu en hésitation. Est-ce que je chorégraphie? Est-ce que je danse? Est-ce que je savais pas trop où je me trouvais? Donc, je suis allée à l'UQAM, sachant qu'il y avait plusieurs profils. Et je suis tombée dans le pot, dans la sauce, dans la marmite de la création. Puis c'est là que je suis en ce moment. C'est vrai que c'est ça qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'est des institutions où il y a différentes possibilités. Donc, par exemple, l'UQAM notamment, on peut choisir le programme en enseignement, en chorégraphie, en interprétation. Concordia, j'imagine que c'est aussi la même chose. Non, en fait, c'est vraiment recherche chorégraphique. Donc, vraiment recherche, voilà, donc spécialisé recherche. Et l'école de danse contemporaine de Montréal, je le disais un peu plus tôt, c'est plus spécialisé pour devenir interprète en danse contemporaine. Donc, il y a ces choix différents-là. À l'UQAM, le slogan, c'est corps dansant, corps pensant. Il y a des cours théoriques et pratiques.
à l'ADMI, je sais pas, à l'école de danse contemporaine. Oui, également, on a des cours de danse et société, histoire de la danse. On a aussi des cours d'anatomie, des cours de travail de partenaire. Fait qu'il y a beaucoup d'aspects théoriques également à la formation. Et Concordia, c'est pareil, c'est assez diversifié dans la formation. Oui, même chose en fait. La technique le matin, mais l'idée de développer son propre langage. Là. Donc, tous des cours qui sont axés autour de ça. Oui. Et vous, alors, qu'est-ce que dans ces cours-là, qu'est-ce qui vous a attiré spécifiquement? Est-ce que il y a quelque chose en particulier ou? Moi, j'avoue que à Concordia, il y avait le cours de création, processus créatif, et le cours de chorégraphie. Donc, c'est vraiment devenu comme souligner, développer l'importance du processus comme motif à la création. Tu sais. Quel processus tu crées, comment tu travailles, comment tu développes la gestuelle, le travail. Donc, c'est vraiment l'idée de se concentrer sur le travail de studio avant n'importe quoi d'autre. Donc, pour moi, ça, dans le programme, ça a été vraiment la force, en fait. Puis ce qui était le plus intéressant. DCM, nous, on en fait en 2e année dans le programme. Ça s'appelle les coaching. Dans le fond, on est anti-casté avec différentes chorégraphes et on fait des solos. On est 3, 4, 5 personnes à faire le même solo. Puis moi, c'est en fait à ce moment-là que j'ai découvert à quel point être interprète, c'est un domaine large et à quel point chacun peut l'interpréter de manière complètement différente. Puis c'est vraiment ce cours-là, en fait. C'est 3-4 semaines qu'on passe intensément à apprendre la chorégraphie, puis après ça, on présente ça. Puis tu vois les gens qui ont été avec toi à apprendre le même solo, au final, créer quelque chose de complètement différent que toi. Puis, ouais, donc moi, ça serait ça. Malina? Oui, moi, je dirais le cours d'écriture chorégraphique que j'ai pu avoir avec Daniel Desnoyers, j'étais vraiment contente. Je suis tournée en amour avec la femme, mais aussi avec le cours. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que justement, c'était un cours qui se faisait avec les 3 profils, donc on pouvait vraiment voir un peu la fibre créative de tout le monde. Puis j'ai eu tellement des beaux outils à travers ces cours-là. C'est vraiment ça qui m'a convaincue dans mon parcours. Vous avez toutes les 3 été amenées à travailler avec plusieurs chorégraphes. C'est ça aussi, c'est ce genre de formation, c'est ça que ça apporte, c'est de côtoyer beaucoup d'univers chorégraphiques différents, ce qui est une force, j'imagine. Et là, à l'aube vous êtes 2 finissantes en fait, Caroline et Camille. Et puis pour toi, Malina, ça se termine bientôt. Justement, à l'aube de finir ou d'avoir fini, comment vous pouvez dire que ça vous a accompagné ces formations-là? Est-ce que vous sentez que ça vous a propulsé? Est-ce que vous vous sentez en confiance pour la suite? Moi, je pourrais dire que oui. En fait, à l'ADMI, à la DCM, on fait des choix à toutes les sessions, puis les chorégraphes nous plongent vraiment dans leurs univers à 100%, et on a vraiment l'impression d'être professionnels pendant ces 4 jours-là de show. Puis oui, moi, en fait, ça m'a vraiment formé ce temps-là qu'on a eu pour faire les shows, pour tous les processus de notes aussi, qu'on a les semaines de création, puis après ça, qu'on clean les chorégraphies. Ça a été vraiment un vrai processus, je dirais. Puis maintenant que je suis dans le monde professionnel, je réalise que c'est vraiment comme ça que ça se passe également. Donc, ouais. J'avoue que ça fait 2 ans que j'ai terminé, mettons, le gros chunk, là. Puis il y a des challenges quand même. Je pense que ça existe. Autant j'ai une autodétermination, puis ça va bien. Et il y a quand même des moments de OK, là il se passe moins quelque chose, puis c'est correct. Puis OK, là il se passe vraiment plein d'affaires en même temps, puis c'est correct aussi. Je pense que ça existe en ce moment quand même. Je suis d'accord. Oui, pour ma part, j'avoue que à l'UQAM, dans les 2 dernières années, j'ai beaucoup touché l'interprétation. On a eu des productions. Donc, c'est vraiment en ce moment que je suis en train de me plonger. Justement, je présente un show dans 3 semaines. Puis, je suis vraiment laissée à moi-même en ce moment. Puis, c'est là que je réalise c'est quoi vraiment m'embarquer dans un processus de création toute seule, moi-même. Bien sûr, je suis chapeautée, mais je vois le défi. Je vois ce qui s'en vient, mais je suis optimiste, je pense. Peut-être parce que j'ai pas encore gradué. Justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce processus en cours qui va bientôt être présenté? Oui, bien sûr. En fait, c'est pour le cours de spectacle chorégraphique libre qui se donne en hiver. En ce moment, on est 5 chorégraphes, 4 projets, en fait, puis on présente
je dirais pas une esquisse, mais un premier élan de chorégraphie devant un jury. Puis malheureusement, il n'y a que 2 personnes qui passent. Alors c'est le petit stress de ce spectacle-là, mais je pense que c'est un bon moyen de vraiment se lancer, croire dans ce qu'on fait, puis de voir si on a du potentiel. Et pour vous, est-ce que... Alors, il y a des spectacles en cours aussi ou... Moi, en fait, je fais partie d'un processus de création avec Sarah Delava. Puis on n'a pas vraiment de point final à tout ça. Donc, c'est un long processus pour les prochaines années. Ça serait principalement ce que je fais. Camille? Oui, il y en a pas mal qui se passe. Il va y avoir un spectacle à Tangente où j'ai une carte blanche avec d'autres chorégraphes. Ça s'appelle Dispositif. Il va aussi y avoir je vais continuer la recherche et création pour un projet que j'avais présenté au OFF l'année passée, il y a 2 ans en résidence. Puis on continue à travailler là-dessus. Puis il y a aussi un autre projet de collaboration avec Erin Tempest. Toutes les 2 en chorégraphie puis on danse. Puis on va replonger cet été aussi en création. Et je danse également pour Martin Messier dans un nouveau projet. Donc c'est à peu près les tables pour les projets pour cette année. Bon. Oui, alors j'ai une petite question, parce que on appelle ça une formation, puis je trouve que la question aussi qui est toujours sous-jacente à ça, c'est est-ce qu'on doit former au sein des écoles, j'entends, là, est-ce qu'on doit former en vue du marché, du travail, parce que c'est un marché, et donc de plus en plus, ou est-ce qu'on doit former à l'image de ce que ceux qui font la formation veulent l'art et la discipline telle qu'elle est pratiquée, tout ça. Et je me demandais, donc pour vous, comment est-ce que vous avez vécu votre formation et comment, et là plus spécifiquement pour les 2 qui ont terminé, comment est-ce que vous sentez cette transition-là? On en a parlé un peu, mais est-ce que vous avez la sensation que votre formation vous a formé pour vous préparer à ce marché, à cette réalité-là qui est on en a un peu parlé tout à l'heure, Caroline, mais voilà, je vous relance la question. Camille? Moi, j'en parle beaucoup cette semaine avec du monde. En fait, le fait que dans le programme, on parle pas de bourse, on parle pas de demande de subvention, on parle pas de demande de résidence, qui est une réalité comme chorégraphe. Puis en même temps, je pense que c'est correct que dans le peu de temps que tu as à l'université pendant 3 ans, tu essaies de développer ta pratique artistique puis tu te concentres là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je parle souvent. Il y a beaucoup de gens avec qui je parle qui ont fait de la formation qui sont comme « Hey, on n'a pas jamais parlé de bourse. Ça n'a pas de bon sens. » Puis, mais c'est ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est correct. Dans le fond, ma formation, elle m'a demandé de me concentrer sur qu'est-ce que tu fais, comment tu travailles. C'est ça le plus important pour moi en ce moment aussi, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que ça existe, par exemple, comme pour certaines personnes autour de moi. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Caroline? C'est vrai que nous, à l'ADMI, en fait, dans la dernière session, on a un cours de gestion de carrière qui nous a énormément préparés à la graduation. On a même fait une fausse demande de bourse dans le programme. On a été comme interviewés pour de vrai pour présenter notre projet. Puis moi, personnellement, je veux plus être interprète, disons. Je me sens pas prête à être chorégraphe. Mais ça m'a beaucoup formée, puis ça m'a donné un petit peu l'idée de ce que ça peut être. On a aussi eu la journée Danse Transit. On a eu plein de gens qui sont venus nous voir pour parler des cours qu'on peut faire à CircuS, au RQD. Fait que quand je suis sortie de l'école, mais malgré le vide qui est là, évidemment, je me sentais quand même bien entourée d'une communauté qui était là pour m'accueillir. Donc, c'est ça, voilà. C'est sûr qu'il y a un vide, puis c'est difficile, mais il y a énormément de places où on peut aller, puis de ressources qu'on peut aller chercher. Mm-hmm. Ouais, tu sens qu'on t'a transmis des outils. Ouais. Oui, ben pour ma part, j'avoue qu'en ce moment, on n'a pas, tout comme à Concordia, on mise vraiment sur la formation en soi, moins sur le monde professionnel, je dois l'avouer. Puis ça, je pense que ça, comme tu as dit plus tôt, c'est sûr que ça déstabilise beaucoup de gens, l'idée que je vais me plonger dans le vide dans le futur, mais en ce moment, personnellement, je suis à la chasse des bourses, puis j'essaie de voir comment ça fonctionne. J'essaie de m'auto-enseigner, d'être autodidacte dans la formation professionnelle. Mais je suis très contente de pouvoir me plonger vraiment dans ma formation et de ne pas m'inquiéter encore de ce monde qui me
qui me hante. Super intéressant. Effectivement, cette réalité financière, comment elle vous est transmise, enseignée. On est à Montréal, on est dans une jungle de consommation des arts. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Moi, ça serait une question. J'imagine que vous la posez toutes ici autour de la table. Comment prendre la place de ceux qui sont là? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a un esprit compétitif entre vous, entre les universités? C'est peut-être un gros mot, mais j'ai envie de vous l'aborder avec vous. Évidemment, on fait attention à ce qu'on répond, mais liberté d'expression. Donc, est-ce qu'on a cet esprit compétitif? Est-ce que on est dans une institution? Quel regard on porte sur les autres quand on est autour de cette table ensemble? Moi, je n'ai jamais vraiment perçu la compétition. J'ai vu mes pairs créateurs, puis je leur souhaite que du bien en ce moment. Ce que je vois, par exemple, c'est qu'il y a une gêne, et il y a une gêne à demander. En fait, je vois qu'il y a beaucoup de créateurs de mon âge qui ont le talent, la passion, puis qui demandent pas les ressources par rapport à cette passion-là. Puis j'ai été peut-être aussi chanceuse depuis que je suis sortie de l'université, parce que j'ai eu accès à beaucoup de ressources, j'ai eu accès à des bourses, j'ai eu accès à présenter les projets où je voulais les présenter en temps et lieu. Mais aussi, j'ai aussi été capable de demander ce que j'avais de besoin par rapport à mon projet. Puis je pense que ça, des fois, je vois qu'il y a pas... il y a la gêne de demander. Auprès de qui, plus spécifiquement, sans balancer de nom, là, on a dit... on peut le ouais, quand on est poli. Non, oui, juste même de décider dans quel théâtre tu veux présenter ton travail, d'approcher ce théâtre-là. Mm-hmm. Dans quel espace, en fait, de réfléchir à quel espace tu as besoin pour ton projet, puis de l'approcher. Quelles ressources tu as besoin, quelle résidence tu as besoin, pour combien de temps, le demander. C'est très simple ce que je dis, mais il y a beaucoup de gêne, puis il y a pas cette relation-là directe de demander pour, je trouve. Mm-hmm. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en fait, par rapport à cette gêne, je trouve ça quand même intéressant. Moi, je sens, parce que je suis encore à l'école, parce que je suis encore aux études, je trouve qu'il y a encore une gêne entre les écoles. Il y a encore une gêne. Pour moi, Concordia reste encore assez mystérieux à mes yeux. Les liens se font encore difficilement à mes yeux. Je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de potentiel dans ces liens-là. Peut-être aujourd'hui? Oui. Vous allez vous rencontrer autour d'une même table. Enchanté. C'est ça. Je trouve que c'est une gêne que j'ai, puis je le ressens. Puis je sais que c'est là, puis je le reconnais. Puis des fois, c'est même limite de l'intimidation. Je me sens... c'est que, ces gens-là, ils ont une formation différente que moi. Eux, ils sont vraiment spécifiques dans un truc. Peut-être que moi, vu que je suis vraiment un melting pot de 2-3 formations à la fois, je me pose des questions, mais... Intéressant. Oui. Les échanges, les collaborations, les partenariats entre décloisonner les formations et les universités. Est-ce que le DCM, il y a quelque chose quand on est à l'intérieur au niveau de la compétition, du regard sur les autres formations? Non, pas vraiment. Non. Puis nous aussi, on a vraiment envie d'aller à la rencontre des autres programmes, des autres écoles. Il y a même une initiative qui a été faite par des collègues de ma cohorte, les jams de l'EDCM. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Puis pour moi, ça évoque vraiment qu'est-ce qu'on a envie. C'est qu'on a envie de travailler tous ensemble, on a envie de faire de l'art ensemble. Puis ces rencontres-là vont nous aider, vont nous servir, j'en suis sûre. Mon autre question serait sur, vous êtes en 2018, vous avez la vingtaine, j'imagine, et vous êtes les bébés de gens qui sont passés avant vous, qui ont eu une histoire, qui ont créé aujourd'hui le paysage de la danse contemporaine. À quel point vous êtes consciente que vous portez cet héritage, et où est-ce que vous avez envie d'emmener la danse dans le futur, puisque vous êtes le futur? Donc, quel visage vous voulez donner à la danse contemporaine? Grosse question, mais elle est pour vous. Qui veut commencer? C'est le moment de répondre. Moi, cette question-là. Vous êtes le futur, et moi j'ai envie de vous conscientiser vraiment à ça, c'est que vous êtes héritière du passé et vous allez vers le futur. Oui. Moi, par rapport à ça, j'ai l'impression que il faut que je fasse mon chemin personnel, puis que je le présente, mais en ayant toujours la conscience de qu'est-ce qui se fait, puis de ce qui se fait à Montréal, ce qui se fait dans le monde, dans ce qu'il fait, en fait, chorégraphiquement, l'art contemporain, aujourd'hui, partout dans le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup à porter en même temps quand tu es en création. Je vais travailler à rester consciente
de ce qui se passe chorégraphiquement, de ce qui se passe socialement aussi. Je pense que ça, c'est le défi pour moi, c'est de rester conscient de ce qui se passe dans la société, parce que le monde de la danse, c'est un monde de sensations très profond dans lequel je peux plonger et rester dans cet univers-là pour toujours, puis déconnecter un peu du social, du plus grand. Fait que je pense qu'il y a cette conscience-là. Après, ta question... Elle est jusqu'au bout de la vie, hein, cette question. Mais elle peut vous appartenir pour un petit bout, mais c'est cette idée, est-ce que l'art pour vous est une éponge? Et là, tu viens d'y répondre, une éponge de la société. L'art, est-ce que c'est un divertissement? Est-ce que c'est des questions et où est-ce que vous avez envie d'emmener l'art, votre art à vous, votre danse? J'ai envie de poser à Malina, qui est créatrice. Allez-y. Oui, en fait, éponge, c'est vraiment un bon mot pour ça. Je trouve qu'en ce moment, justement, je suis en mode éponge. J'éponge. Je vais voir des spectacles, je vais voir tout ce qui est autour de moi. J'essaie d'être à l'écoute de ce que les gens m'enseignent. Puis je réalise même, moi, en créant, je prends aussi certaines formes des gens qui m'ont enseigné. En même temps, je considère aussi, je le remarque, puis je le vois, chaque fois que je crée quelque chose, la personne qui m'a chapeauté, la personne qui a été à mes côtés dans mes créations m'influence. Que je le veuille ou non, puis j'aime ça le reconnaître, puis de voir, c'est de là que je viens, puis ça je vais le porter avec moi à travers ma création. Puis, bien sûr, comme tu disais, Camille, c'est ça qu'il faut aussi voir. Ça doit évoluer, ça doit aussi aller vers l'avant, puis de savoir d'être sensible à ce qu'on a besoin maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin en danse. Puis, est-ce que tu as des besoins à formuler? Aujourd'hui, en 2018. On approche de Noël, donc on passe en 2019. Comme disait Alexia, il y a des vœux, Est-ce qu'il y a des besoins en 2018 quand on est finissant? En ce moment, je me souhaite du bien. Je me souhaite de me faire du bien, de vraiment être gentil avec moi-même, de m'amuser. Je trouve qu'on s'amuse pas assez. Pour moi, la création, c'est vraiment un jeu. J'y plonge vraiment comme de façon très ludique. Puis je pense qu'on manque de ça dans la vie. Puis ça me fait plaisir de jouer avec cette matière qui est le corps, puis de jouer avec la vie, parce que ça vaut vraiment la peine. Ouais, je suis vraiment d'accord en fait avec tout ce qu'on dit. C'est vrai qu'il faut se souvenir que l'art c'est politique, que tout ce qu'on met sur scène veut dire quelque chose et pas nécessairement la même chose pour tout le monde, mais que ça a un poids, ça a une importance, ça a une valeur et qu'il faut qu'on s'en souvienne et qu'on soit conscient de la société, qu'est-ce qu'elle nous reflète et nous comment on la reflète, vice versa. Mais également c'est ça, de se souvenir que c'est aussi pour le plaisir, que c'est aussi de l'art qui nous fait vivre, qui nous fait respirer. Puis c'est ça, de rester dans ce combo des deux. Une dernière question, si vous aviez des conseils, des très courts conseils à donner à des jeunes qui auraient envie de se lancer dans des formations, quels seraient ces conseils? Peut-être que vous avez pas de conseils. Écoute pas tes parents. Non, ça... Mais aie pas peur, vas-y. C'est sûr que ça a l'air difficile puis ça a l'air gros, mais une fois que tu vas être dedans, ça va passer super vite puis tu vas triper. Mais... je pense de continuer à travailler son chemin à soi, puis que la formation, ça l'aide. C'est des outils qui peuvent t'aider, c'est des rencontres qui peuvent t'aider, mais c'est ton propre chemin. Puis il va y avoir des institutions, il va y avoir de l'argent, des rencontres, tout ça, mais c'est ton chemin, puis reviens toujours à... peut-être que c'est plus petit, peut-être que c'est plus grand. Tu sais, vraiment, fais-le fais ton chemin à toi, là. Mais c'est intéressant. On va rester là-dessus, je pense. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous. Le DCM, l'UQAM et Concordia se lancent dans le dernier mois de présentation. Vous pouvez trouver toutes ces infos à la fois sur Facebook, que je déteste citer en ondes, mais aussi sur tous vos sites internet. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos besoins sans problème là-dessus. On va clore l'émission. Est-ce qu'on se fait une page musicale ou on se lance? On se lance. Clara me regarde. C'est parti. Alors, il ne manquera jamais d'occasion de sortir, de fêter, d'admirer ou de s'impliquer dans l'art et la culture. Alors, quelques rendez-vous à venir. La deuxième porte à gauche à l'Agora de la danse attablée dès la semaine prochaine. Rubber Band Dance à Danse avec la nouvelle création Vraiment doucement. Émile Pinault est encore à La Chapelle ce soir. Une multitude d'ateliers où on peut aller côtoyer les artistes, des maîtres en danse. Et là, je pense à vous, chères danseuses futures aussi artistes.
Un bon film de répertoire, un bon roman sous la couette, une salle de théâtre, et si on s'engageait à tous sortir croquer de l'art au moins une fois par semaine? Je dis oui à ça, Maude. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année 2018. Merci à tous nos invités, collaborateurs et chroniqueurs du jour. Merci à nos auditeurs. Vous écoutez Danscussion & Co sur choc.ca. Belle fin de semaine à tous et à la semaine prochaine.